Bonjour et bienvenue, ici Nat et Lorraine et vous écoutez le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à la médecine traditionnelle indienne. Un vendredi sur deux, nous recevons des invités inspirants pour aborder des thématiques variées autour du bien-être et de la santé au naturel. Notre objectif est de rendre l'Ayurveda accessible à tous, alors si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez approfondir les bases de l'Ayurveda ou l'alimentation ayurvédique, vous pouvez vous procurer les packs du sommet de l'Ayurveda sur notre site podcast-ayurveda.com. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Le yoga est souvent vu comme une activité physique qui consiste en un enchaînement de postures. Pourtant, la pratique du yoga agit également sur le système nerveux et sur le corps énergétique. Aujourd'hui, nous recevons Mayana, professeure de yoga spécialisée en thérapie émotionnelle, pour parler du lien entre le yoga et la gestion émotionnelle. Mayana aide ses élèves à mieux vivre leurs émotions et à créer une routine de yoga personnelle basée sur leurs besoins spécifiques. Bonne écoute! Bonjour Mayana, comment vas-tu? Hello! Coucou Nat et Lorraine, je suis super contente de vous retrouver. Eh ben, nous aussi, on est très très contente de te retrouver et comme tu le dis, se retrouver puisque c'est pas la première fois que tu viens sur le podcast. On avait notamment enregistré ensemble l'épisode 81 où on avait discuté du Dharma. C'était une chouette expérience. Oui, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'adore votre podcast et donc merci beaucoup de m'accueillir parce que je sais que c'est beaucoup de travail aussi derrière, donc merci beaucoup de faire ces efforts pour offrir au monde des contenus aussi qualitatifs. Donc je suis très honorée d'être là. Eh ben, écoute, merci à toi de contribuer alors au podcast Ayurveda. Et comme disait Lorraine en intro, donc tu es professeure de yoga. Tu t'appuies, sur les sagesses millénaires de la médecine traditionnelle chinoise, de l'Ayurveda, de la philosophie du yoga et aussi de la science, énergétique du tantra et puis aussi sur les sciences cognitives modernes. Donc tu as plein d'outils dans ta mallette de professeur de yoga, pour la gestion émotionnelle et la première question qu'on a envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie dans ton parcours? Comment ça se fait que tu es arrivée à t'intéresser à tous ces outils-là? Eh bien, c'est un parcours assez multiple. Je suis intéressée par plein de choses en général, mais c'est vrai que, en fait, depuis toute petite, je suis passionnée d'évolution. J'adore voir quelque chose grandir, que ce soit une plante, que ce soit, enfin, je suis fascinée par la nature en général et en fait, je pense que tout ce chemin, c'était à la base pour réaliser ce rêve de sauver la planète. Depuis petite, je voulais sauver le monde et au début, je pensais sauver l'Amazonie, les rivières, les animaux et cetera et puis un jour, j'ai réalisé que la nature avait pas besoin d'aide, mais c'était plutôt les humains qui en avaient besoin. C'est les humains qui avaient besoin d'être sauvés C'est vrai. et donc en fait, je pense ça c'est venu, en fait, petit à petit comme ça et donc je me suis intéressée aux soins, et donc dans un parcours, enfin voilà, vivant en Occident et cetera, un parcours de soins, j'ai pensé à infirmière. Donc j'ai fait ces études pendant quelques années. J'ai exercé pendant 6 ans et j'ai beaucoup travaillé en traumato, en fait. Donc tout ce qui était trauma physique, des personnes qui avaient des accidents, de la route, des AVC, des crises cardiaques, divers accidents de vie en fait qui les avaient souvent un peu, détruits et qui nécessitaient, ben, une réadaptation, une rééducation pour passer à un stade après. Et progressivement, j'ai aussi travaillé en psychiatrie, hem et j'ai vraiment été passionnée par les gens que j'ai côtoyés. Maintenant, j'aime plus dire patients parce que maintenant je suis plus dans ce milieu-là, mais vraiment les personnes qui étaient là m'ont beaucoup touchée et j'ai travaillé donc davantage autour du trauma émotionnel. Donc les personnes qui avaient eu des accidents de vie, de manière générale aussi, des histoires parfois un peu, enfin voire très, très difficiles et même, des on s'imagine des fois la psychiatrie que ça nous concerne pas, et là je me suis rendu compte en fait que tout le monde était traumatisé, qu'on avait tous un passé, qu'on avait tous des émotions avec lesquelles on avait du mal à gérer, qu'on avait tous ce désir d'évoluer et qu'on avait conscience qu'on pouvait aussi atteindre, autre chose que notre condition, initiale et donc voilà, j'ai aidé beaucoup de personnes autour du syndrome post-traumatique, de la dépression chronique aiguë, du burn-out
Et là, j'ai découvert vraiment que ça m'animait. Ça m'animait tellement de voir les gens évoluer et surtout de voir à quel point, à travers la difficulté, les gens s'expandaient et évoluaient comme jamais ils n'auraient pu le faire sans cette épreuve, en fait. Et donc, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et à ce moment-là, est-ce que tu pratiquais déjà le yoga? Alors, j'avais fait des cours en France et j'avais pas du tout accroché. Mais du coup, en effet, quand j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai commencé je devais animer des ateliers de méditation. Hem, alors après, c'était des choses dans lesquelles j'avais déjà quelques connaissances parce que depuis petite, moi, en fait, ma mère est dans la médecine chinoise, dans la sophrologie. On est allés ensemble au temple bouddhiste, on allait à des méditations et cetera. Donc j'avais déjà un peu bercé là-dedans, mais pas du coup dans la méditation thérapeutique. Donc du coup, j'ai commencé à faire des programmes MBSR, de méditation de pleine conscience. Mais en effet, j'ai découvert le yoga que vraiment plus tard, quand je suis partie en Australie. À la base, pour apprendre l'anglais, pour me former à la méditation, vraiment au MBSR, à proprement parler. Et du coup, c'est là où j'ai découvert le yoga. Mais pendant la période où j'ai travaillé en psychiatrie, c'était une période de vie qui était pas très facile au niveau émotionnel et donc tout ce que je devais enseigner, les ateliers gestion émotion que je faisais, enfin, en fait, je c'était pas du tout dans le curriculum d'une infirmière, donc je devais tout apprendre et donc je me nourrissais autant que les personnes à qui je proposais ça et c'était en fait, j'ai vécu tous les outils que j'ai apportés, pour moi-même, car j'en avais vraiment besoin et ça m'a permis, voilà, de voir à quel point c'était impactant. De me voir changer, ça m'a permis aussi, d'aider les autres à le faire, en fait. Est-ce qu'on se rend toujours compte qu'on a un trauma émotionnel ou quelquefois, parce que tu disais que ça peut, vraiment se manifester de différentes façons, donc tu as des personnes qui vont vraiment être déprimées et cetera, mais comme tu disais, on en a tous et toutes, peut-être qui ne nous appartiennent pas toujours, où on ne sait pas vraiment, si ça vient de l'enfance, ou voilà, on peut pas identifier, mais comment on peut s'en rendre compte? Alors là, c'est une large question, le trauma, qui est vraiment passionnante, mais en gros, on a généralement vécu à travers, enfin, on a été un peu fait pour être traumatisé. C'est-à-dire que notre âme, elle a décidé de s'incarner pour vivre, une certaine, succession, d'épreuves. Elle a choisi la famille dans laquelle elle allait s'incarner pour vivre certaines blessures, les transcender et par ces blessures s'éveiller et par cet éveil aussi aider le reste de l'humanité à, transcender ses limites. Et donc, on peut penser des fois que la nature est pas très tendre, mais c'est vrai que, il y a cet aspect en effet d'éveil, d'évolution à travers l'inconfort. Donc, on ne pourra pas échapper le trauma et même si on est les meilleurs parents du monde, nos enfants seront traumatisés aussi. Alors après, il y a des petits traumas et des petits et les grands traumas, mais en gros, un trauma, ça se passe dès que, ce qui nous est arrivé était trop fort pour notre système nerveux, pour l'encaisser en fait. Donc typiquement, un trauma, c'est pas forcément quelque chose de c'est pas quelque chose de très gros, c'est pas forcément une agression, c'est pas forcément un accident, ça peut être juste, quelqu'un qui vous a répété tous les jours, une phrase très, dépréciative, qui vous a dit: «Bon ben, toi tu feras jamais rien de bien dans ta vie» et répéter, 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 au bout d'un moment, c'est trop pour son système. Ça peut être une rupture qui a été trop forte, trop violente, tout ce qui a été trop vite, trop fort ou trop peu, tout ce qu'on n'a pas eu assez, quand on est enfant et qu'on n'a pas reçu assez d'amour, assez de soins, assez d'accueil. Tout ça, tout ce qui est trop pour notre système, ça peut créer comme une sorte de en fait, le trauma, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une sorte de figement énergétique ou de suractivation énergétique et en fait, à chaque fois que vous réagissez trop fort, enfin vous ou on, je m'inclus, à chaque fois qu'on réagit, on se voit réagir, surréagir, on comprend pas pourquoi. On a plein de valeurs et on n'arrive pas à les mettre en place. Hem, Tout ça, c'est parce que ça réveille de vieilles blessures et donc le corps, en fait, a mémorisé tout ce qui nous est arrivé. Nous, notre conscient, il a oublié plein de choses, mais notre inconscient, il a rien oublié, c'est nos archives. Donc à chaque fois qu'il nous arrive un petit truc et surtout du moment qu'on le ressent corporellement, du moment qu'il y a une émotion, ça s'imprègne et hop, une petite archive et et donc toutes ces archives, ça fait notre petite bibliothèque, personnelle. Mais voilà, ça peut un peu guider, ça va guider en fait notre inconscient. Donc ça va guider nos choix, ça va guider, nos réponses physiques, et donc clairement, par exemple, quelqu'un,
je le remarque aussi, le yoga m'a aidé à voir où étaient mes zones de trauma, mes zones de résistance. C'est-à-dire que quand devant une situation, j'ai tendance à éviter, parce que ça me ramène de l'anxiété, ça me fait une reviviscence éventuellement. Ça veut dire que voilà, il y a une blessure qui est là. Quand quelqu'un vous dit ou vous fait quelque chose et que vous sentez que vous perdez complètement votre pouvoir personnel, qu'en fait vous réagissez, vous surréagissez, c'est qu'en général, voilà, il y a quelque chose à régler au niveau émotionnel derrière aussi. Hem, Quand, vous avez des grandes difficultés à vous relaxer, quand pour vous c'est impossible, même peut-être en Shavasana, la dernière posture de yoga, de fermer les yeux, de laisser le corps se relâcher. Quand vous sentez qu'il est toujours en tension, en train de sursauter dès qu'il y a un moindre petit bruit, qu'il est vraiment en survigilance, ou qu'il y a de l'insomnie, qu'il y a enfin tous ces traits un petit peu d'anxiété, souvent, c'est parce qu'il y a des grosses blessures émotionnelles derrière. Alors grosses ou petites, mais l'idée c'est pas juste de comprendre pourquoi elles sont là, car même si vous comprenez, OK, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mon voilà, on peut chanter, m'ont fait vivre ceci ou cela. Enfin, l'idée c'est pas de se mettre en victime et de se dire: «Voilà, il m'est arrivé ça, donc je peux pas en sortir». L'idée du trauma, c'est que c'est une guérison qui va être progressive et qui va passer entre autres par le corps. C'est pour ça que Mmh. le yoga est Ouais. aussi riche pour aider en fait la mémoire traumatique, la mémoire implicite, on appelle ça, c'est la mémoire du corps où, voilà, on a beau tout bien faire et moi je trouve ça hyper déculpabilisant de savoir que voilà, on a beau tout bien faire, on a envie d'évoluer, on se sent bloqué et souvent ça vient de là. Mmh. Et alors, comment tu expliques, ce lien justement entre le yoga et la gestion émotionnelle? Le yoga qui, comme disait, Lorraine tout à l'heure, est souvent vu comme une pratique posturale en fait. Quel est le lien, entre le corps et les émotions, selon toi? Eh bien, c'est en fait, le yoga, c'est une pratique tellement globale, tellement riche, qui se base aussi donc, sur l'Ayurveda, donc sur, les lois de la nature, sur la compréhension de comment l'univers fonctionne et comment donc nous on fonctionne. Et en fait, le yoga, ça a cette propriété d'observer, voilà, qu'est-ce qui cause la souffrance humaine, un peu comme le bouddhisme en fait, et comment le surpasser, comment dépasser ça. Et surtout, le yoga, ça vient travailler sur toutes les couches qui peuvent engendrer l'émotion. Donc, ça va travailler sur le corps, qui peut donc garder en stockage un petit peu donc la mémoire de notre passé, nos mémoires héritées aussi, tout ce qui est transgénérationnel. Donc, en fait, une posture, dans la manière dont on va avoir de la faire, de respirer dedans, combien de temps on va la tenir, elle va impacter les différentes couches de l'être. On appelle ça les koshas aussi en yoga, les différentes couches énergétiques, de la plus physique à la plus subtile, à l'état de béatitude. Et donc, tout ce qui est autour du yoga, que ce soit les postures, les pranayamas, donc les exercices respiratoires, les mantras, donc les chants sacrés, les yantras, les formes géométriques, enfin, tout ce qui est autour du yoga, ça se base à la source de tout, à l'énergie. Et donc les émotions, la base des émotions, ça va être l'énergie. Et donc, moi, dans mon approche, j'utilise autant la médecine indienne que la médecine chinoise. Et ce que j'aime beaucoup dans ces deux techniques, c'est que, pareil, elles parlent beaucoup en éléments de nature, de terre, d'eau, de vent, de feu, etc. Euh, et en fait, on comprend que l'harmonie du corps, l'harmonie des émotions, tout ça est interconnecté en fait. Donc si j'arrive à recréer un équilibre interne euh, grâce aux postures, grâce aux respirations, je vais pouvoir agir sur mes émotions. En fait, à l'heure actuelle, on s'occupe de tout au niveau cognitif. On pense qu'on va tout résoudre avec le mental. Ok, j'ai un problème, j'y pense fort, j'y pense jour et nuit, je me triture le cerveau, je vais bien trouver une solution. Et en fait, on oublie notre sagesse corporelle, on oublie de juste recréer l'équilibre en soi. Et du coup, le yoga, il donne tout. Il donne des routines de vie, il donne de l'alimentation, il donne des exercices énergétiques, il donne des exercices posturaux qui travaillent sur l'énergie, il donne du sens, de la philosophie. Euh, En fait, il couvre tous les champs que l'humanité a besoin pour se sentir en équilibre. Donc voilà, si quelqu'un à du doute, de la colère, de la tristesse, de la peur. Tout ça, il va y avoir des postures qui sont spécifiques et qui peuvent aider là-dessus. Parce que on va travailler sur certaines chaînes énergétiques. Par exemple, on va faire simple, on va partir sur les méridiens chinois. Donc ces canaux énergétiques qui sont reliés à des organes, qui sont reliés à des aspects aussi mentaux. Donc par exemple, beaucoup ont déjà entendu parler que s'ils avaient de la colère, c'était le foie. Bon, c'est pas aussi simplissime que ça, mais tout de même, il y a cette idée que, en effet, lorsque je ressens de la colère, lorsque je vis de la colère, de l'injustice, eh bien, ça va impacter mon organe du foie.
Donc si je fais des postures qui travaillent sur le méridien du foie, qui va entre autres passer par l'intérieur des jambes, donc si j'étire l'intérieur de mes jambes, je vais potentiellement agir en acupression sur ce méridien. Les méridiens, c'est vraiment comme des rivières et en fait, à chaque fois qu'il y a une contraction émotionnelle, qu'il y a donc un trauma petit ou grand, voilà, qu'il y a, une sorte de cristallisation, en fait, cette rivière va être comme bouchée à certains passages et donc les postures vont permettre soit de compresser, soit d'étirer ces méridiens, ces chaînes, énergétiques et de libérer en fait l'énergie pour qu'elle recircule fluidement et qu'elle permette entre autres après de retrouver cette harmonie naturelle. Parce que le corps, il sait très bien ce qui est pur et ce qui est impur, c'est lui qui trie, hein. Et donc en fait, si on fait juste le travail d'envoyer le message au corps de ben là, ça serait pas mal que tu travailles ce méridien, il va ensuite lui-même savoir s'il faut décharger, s'il faut remplir. Donc c'est vraiment on vient travailler en collaboration avec le corps. Et donc voilà, selon si on a de la tristesse, si on a on va travailler différentes chaînes de méridiens. On va travailler aussi certains vents énergétiques différents. Ça, c'est surtout avec le tantra hatha yoga que en fait, je mets le tout. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup de travail mental de faire le lien entre tout ça, mais ils disent la même chose, en fait. Oui, après c'est quand même, enfin tu vois déjà bon, rien que de t'écouter Mariana, c'est un remède en soi, mais c'est quand même parce que toi tu as fait un mélange d'outils, et que tu as combiné toutes tes connaissances et tout ton parcours, toutes tes expériences, tout ton vécu aussi à travers ce que tu proposes aujourd'hui. Parce que j'allais te poser la question, quand tu nous décrivais un petit peu, bah, pourquoi le yoga, pour la gestion des émotions, mais quel type de yoga? Mais en fait, c'est même pas quel type de yoga, c'est ce que tu proposes toi, en fait, puisqu'on peut pas retrouver ça partout, puisque tout le monde ne s'est pas vraiment intéressé à cette liaison-là, si? Est-ce que, par exemple, une personne qui se trouve à Lyon et qui veut bah, essayer d'aller travailler ses émotions peut aller faire de l'ashtanga? Eh bien, peut-être que ça lui servira sur un moment donné pour quelque chose. Peut-être qu'elle aura besoin d'avoir beaucoup d'efforts physiques pour calmer son mental et ce sera peut-être sa première porte d'entrée. Après, c'est vrai que si on veut travailler profondément sur les émotions, si on veut travailler sur l'énergie, bah, c'est bien d'avoir, une approche qui Oui, fait sens. qui est C'est-à-dire que centrée sur ça. voilà. Après on peut très bien enfin moi pendant longtemps mon yoga c'était ma pratique sportive, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait c'était ma pratique spirituelle et là tout a changé. Et du coup j'ai arrêté de me buter au yoga, j'ai arrêté mais vraiment, c'est-à-dire que je faisais un yoga et il fallait à tout prix que ça soit aussi dans la performance, dans l'ego, dans l'action, tout ça c'était beaucoup plus confortable pour moi parce que c'était ce que j'avais l'habitude de faire dans mon quotidien. Et du moment où je me suis dit: «OK, en fait, apparemment, de ce que disent tous les livres, c'est censé changer mon mental». OK, ça fait 2, 3, 4 ans que je pratique, j'ai pas l'impression que je suis devenue une vraie meilleure personne, que je sais vraiment mieux gérer mes émotions ou mon énergie, je suis pas devenue du tout une maîtresse énergétique. Je comprends rien de ce qui se passe. Je sais pas calmer mon cœur, je comprends pas si ça ou ça va pour mon énergie. Donc voilà, du coup, au bout d'un moment, je me suis vraiment concentrée là-dessus et donc oui, vous pouvez trouver quand même peut-être des professeurs qui vont parler, des méridiens chinois, qui vont parler de l'émotionnel. C'est vrai que, pour l'instant, personnellement, j'ai pas trouvé de professeur qui fait ce mélange, mais je pense que chacun apporte son unicité. Moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter et donc j'essaie d'apporter tout ce qui, moi, m'a changé ma vie, en fait. Et surtout de réussir à rendre ces choses-là qui sont quand même des enseignements tellement riches, tellement profonds, enfin, ça ramène une humilité mais phénoménale parce qu'on se rend compte que c'est tellement, tellement élevé au niveau de la conscience, mais de réussir à le ramener de manière très, accessible, en fait, pour que les gens, voilà, ils viennent en cours, ils savent que, OK, ils ont compris que cette posture-là, elle va être pas mal pour leur tristesse. Ils savent que ces temps-ci, c'est une période où, ben, c'est un peu chargé, dans cette émotion, que ça va leur faire du bien, ben, d'étirer un peu plus, l'intérieur du bras, d'appuyer sur ce point d'acupression et cetera. Donc j'aime bien leur donner des outils, concrets aux gens parce que moi, en fait, j'adore enseigner. J'aime pas juste proposer du yoga, j'adore enseigner, expliquer pourquoi ça marche, et cetera. D'ailleurs, c'est pour ça que vous savez que mes podcasts, à chaque fois, je m'étale parce que c'est trop intéressant Mais nous, on d'avoir adore les C'est quand des tu t'étales. conférences, pas des podcasts, c'est des conférences. et donc voilà, pour résumer juste la partie donc il y a la partie, je m'occupe de la partie méridien chinois pour l'énergie et avec des émotions très particulières. J'utilise le tantra hatha yoga pour travailler, les vents énergétiques parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, donc le tantra, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Le tantra, en fait, c'est vraiment l'origine de comment le yoga peut nous amener vers notre dharma, vers notre mission de vie, vers ce pourquoi on est fait. Et donc, il utilise vraiment la science du corps et du souffle,
On utilise certaines respirations dans certaines postures, un certain enchaînement qui est précis aussi pour que l'énergie, soit véhiculée, soit amenée d'une certaine façon. Et donc voilà, si j'ai de l'anxiété, si, j'ai des troubles digestifs, des troubles cutanés, que voilà, que clairement mon système nerveux est complètement, dérégulé, bon, bah, oui, il faudrait peut-être éviter, de faire un yoga qui va être dérégulant parce que tous les yogas sont pas bons, selon ce qu'on a. Donc oui, je vais peut-être éviter de me mettre dans une salle à 40 degrés et me suractiver constamment, ne pas écouter mon corps, être que dans la performance et cetera. Ça va peut-être être utile que je fasse plutôt, des flexions avant, des torsions, que je respire, que je reste au moins 2-3 minutes dans une posture parce que l'énergie, elle bouge, dans un méridien, elle peut mettre 2 heures à le parcourir, donc ça sert à rien de courir et de passer d'une posture à l'autre sans respirer ou avec juste une respiration, c'est pas suffisant pour avoir un vrai impact sur l'énergie. C'est génial pour le mental, hein, il est occupé pendant 1 heure et demie, il pense à rien d'autre parce qu'il est tellement, rempli de consignes: «Mets le pied là, tends le bras ici, lève la tête ici», que en fait, il est obnubilé par, plein de stimuli, encore une fois. Mais du coup, voilà, c'est pas ça qui va être vraiment thérapeutique. Ce qui va être thérapeutique, c'est du temps d'intégration. C'est ce qui va aider d'ailleurs à résoudre un trauma, c'est de prendre le temps d'intégrer ce qui se passe au niveau du corps et le faire en sécurité, donc le faire en respirant. Et pareil, heu, dire à des gens qui vont avoir de l'ancrage après une pratique, au final, il y a eu que des ouvertures de cœur, des grandes respirations, des grandes expirations avec la cage thoracique qui s'ouvre. Bon, ben, non, en fait, faut qu'il y ait vraiment une certaine logique énergétique et c'est pour ça que oui, moi, la première, j'ai de plus en plus de mal à pratiquer, en extérieur quand des fois j'observe certaines choses qui énergétiquement parlant c'est pas ce que je recherche. Mmh. Si on m'a vendu du calme en début de cours et qu'à la fin en fait, c'est une pratique solaire qu'on me propose, voilà. Donc en fonction de ce que la Ouais. personne va avoir besoin, que ça soit de l'anxiété, qu'elle a besoin d'ancrage, au contraire si elle est dans un vide énergétique et qu'elle a besoin, d'animation, d'élan de vie, de prana, de courage, d'amour et cetera, c'est pas les mêmes pratiques qu'on va faire. On va pas travailler sur les mêmes vents énergétiques. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte si la pratique de yoga qu'on est en train de faire correspond à nos besoins ou au contraire, que c'est peut-être en train de nous déséquilibrer sur le plan, énergétique ou nerveux? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte, si c'est bon pour nous ou pas? Eh bien, je pense que ça va être, alors l'idéal, c'est si vous avez des symptômes. Si vous avez des symptômes et vous voyez que ça les aggrave ou que ça les arrange pas, bon, beh, clairement, c'est que votre pratique, elle est pas faite pour vous parce que normalement, au bout de même pas, si vous pratiquez, par exemple, tous les jours, au bout de même pas 5 ou 7 jours, il y a déjà des symptômes qui qui diminuent, en fait. Donc si ça fait 10 ans que vous pratiquez le yoga et que vous êtes toujours extrêmement stressé avec des insomnies, que vous avez des brûlures d'estomac et que vous avez du mal à gérer votre colère, bon, ben, Clairement, il y a un problème. voilà, c'est ça. Et souvent, on va pas être attiré, comme on l'avait déjà dit, on va pas être attiré par les yogas qu'il nous faut. Quelqu'un d'hyperactif va être hyper challengé à faire du yin yoga, à faire un yoga très lent et très méditatif. Quelqu'un qui est kapha, qui est hyper à l'aise peut-être dans la lenteur, dans la profondeur, bon, bah, quelque chose d'un peu plus léger et dynamique, ça va le challenger. Mais donc voilà, il va falloir aller hem, vers ce qui peut nous équilibrer au mieux. Donc déjà voir si ces symptômes diminuent. Voir si on devient une meilleure personne aussi, voilà, enfin une meilleure personne dans le sens, est-ce que je m'aime plus? Est-ce que j'aime plus les gens qui sont autour de moi? Est-ce que les gens me trouvent aussi, changée ou pas? Est-ce qu'ils trouvent que, voilà, je réagis mieux à certaines situations? Est-ce que moi, quand je m'observe le mois d'avant, je vois qu'il y a un progrès, que j'évolue en fait? Et aussi, ben, quand on a une pratique de yoga qui nous convient, on se rapproche de notre dharma. Donc c'est-à-dire on se rapproche de ce pourquoi on est fait. Notre âme, elle a voulu s'incarner là pour un objectif personnel, qui allait contribuer au monde et plus je vais me rapprocher de ce pourquoi je suis fait, plus je vais être dans l'abondance, plus je vais me sentir bien, plus mes relations vont être apaisées, plus ma santé va être bonne. Donc du coup, quand je sens que tout est en train de progressivement s'aligner, je sais que ma pratique aussi, elle est juste. Et si ma pratique me challenge un petit peu, c'est-à-dire que si ma pratique, elle me fait voir aussi un peu mes zones d'ombre, je me rends compte qu'en fait, bah, je suis pas, si généreux que je le pensais, que je suis pas, si à l'écoute de mon corps et cetera. Enfin voilà, quand je vois qu'il y a une marge de progression aussi, dans le rapport que j'ai avec moi-même, ça aussi, c'est un bon signe que c'est une bonne pratique pour vous. OK. Est-ce que c'est OK de participer, à des cours collectifs, du coup,
même si on a des besoins bien spécifiques justement et qu'on recherche, un travail sur, un trauma ou, vraiment un travail sur, gérer ses émotions, mais quelque chose de bien spécifique, est-ce que c'est OK de venir quand même à un cours collectif ou dans ces cas-là, faut prendre une autre voie? Le mieux, c'est d'avoir les 2. C'est-à-dire que, normalement, un professeur de yoga est censé aider ses élèves à avoir une pratique personnelle. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que même en ayant, les bases de professeur de yoga, c'est-à-dire par exemple un 200 heures et cetera, en fait, on est vraiment novice. On souvent on il y a enfin moi ça m'a pris beaucoup de formation, d'investissement, d'avoir enfin les connaissances de quelle posture fait quoi sur le mental, fait quoi sur les émotions, fait quoi sur le corps. Donc du coup, en fait, il y a pas vraiment cette offre actuelle de proposer aux gens d'avoir une vraie pratique pour eux, hormis une pratique un peu stéréotypée en mode: «Bon, ben, on va tous faire des salutations au soleil le matin, boire de l'eau chaude avec du citron» et non, en fait. C'est pas bon pour tout le monde de faire ça. Bah, non. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai vraiment à cœur d'aider les gens à créer leur routine personnelle parce que si on fait un truc tous les jours, vaut mieux que ça soit juste pour nous. Bien sûr. Après, en effet, si on a trouvé un professeur de yoga qui a un petit peu cet aspect tridoshique, c'est-à-dire qu'il va vraiment essayer d'adapter un cours pour qu'il ait un petit peu toutes les facettes, qui à la fois vienne travailler le dynamisme, le challenge, mais le challenge, ça peut être juste rester dans une posture pendant 6 minutes, enfin voilà. C'est pas forcément, posture, d'équilibre sur la tête, hyper fancy, instagrammable, voilà. Le challenge, c'est pas comme on l'imagine souvent. Mais voilà, on peut avoir des cours en collectif si on voit, comme je disais avant, que ça amène quand même une progression. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même assez. Moi, personnellement, j'adore avoir de l'inspiration, être nourrie de quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ce que je sens qui me manque pour l'instant chez moi. Donc, c'est pour ça que mon professeur à moi, il est pas ici, il est à Bali, donc j'ai vraiment hâte d'aller là-bas. Mais j'ai hâte de me nourrir aussi parce que voilà, avoir sa pratique personnelle, on est nourri par sa pratique personnelle, on accède à des choses qu'on n'a pas accès dans du collectif. On stabilise des choses qui sont idéales pour nous. Enfin, moi, je vois mes élèves qui commencent à pratiquer chez eux, ils reviennent en cours collectif, ça n'a rien à voir. Mais rien à Mmh. voir. J'ai un élève, je lui ai dit encore la semaine dernière, ça fait des années qu'il pratique avec moi, et il pratique avec moi depuis le début. Et là, il a commencé il vient au studio, mais il prend aussi des cours en ligne et donc il pratique chez lui en ligne. Il m'a dit: «Je pose la vidéo pendant 2 heures, en fait, je fais vraiment les exercices un à un, je pose aussi longtemps que j'en ai besoin». Il va venir sûrement pour qu'on fasse une routine ensemble, pour qu'il ait vraiment sa pratique à lui. Mais rien que le fait qu'il ait pratiqué chez lui, qu'il prenne le temps de respirer, qu'il prenne le temps de ressentir, quand il vient en cours maintenant, ça a rien à voir. Sa présence, elle a rien, rien, rien à voir. Ça se voit qu'il a vraiment évolué dans sa pratique. Donc, on a vraiment besoin des 2. Après, voilà, si vous sentez que quand vous allez dans un studio, on vous propose quelque chose de très déséquilibrant, vous allez le sentir. Quand vous avez une pratique personnelle, vous allez sentir ce qui est bon ou pas pour vous. Et du coup, quand vous allez aller dans un autre cours, vous allez vous rendre compte que si c'est juste ou pas. Vous allez dire Mmh. non. Ouais. Donc, ça va être vraiment personnel. Ouais. Comment tu fais justement pour créer une routine personnelle? Parce que tu as des élèves qui ont plein de spécificités. Comment est-ce que ça se passe avec toi pour créer sa routine personnelle? Eh bien, là, en fait, j'organise un programme, qui se fait sur 9 semaines où en fait, déjà, il y a toute une première partie bilan. Donc là, j'ai plus ma Lorraine avec moi pour faire les bilans ayurvédiques de tout le monde. Mais, mais en fait, voilà, dans la première phase, il y a toute une partie bilan. Donc les gens font un bilan énergétique. Donc ils font un bilan avec, une consultante ayurvédique. L'idéal, s'ils peuvent faire un bilan aussi avec un praticien en médecine traditionnelle chinoise, c'est génialissime aussi pour moi pour recueillir, des informations très précises. Ils font aussi un bilan des chakras, donc ça, c'est quelque chose aussi que je leur fournis, pour qu'ils voient un petit peu leurs troubles énergétiques et donc émotionnels, hein, parce que des fois, on croit qu'il y a quelque chose qui va mal chez nous, qu'on a une tare incurable. En fait, c'est juste un centre énergétique qui est en vide ou qui est en trop plein. Donc, il y a vraiment cette première partie aussi, bilan aussi de ses pensées, de ses émotions. Donc, il y a tout un travail d'introspection. Une fois qu'ils ont recueilli toutes ces informations, que je les ai recueillies avec eux, donc il y a aussi des lives hein, où on parle de tout ça. Il y a aussi un suivi individuel. J'appelle chaque personne et on voit ensemble. On fait de la clarification d'objectifs. Donc, j'utilise aussi des outils de PNL, de coaching voilà, que j'ai de mes autres formations à côté, de communication non violente, tout ça, pour nous aider à progresser vraiment vers ce que la personne a vraiment, vraiment besoin. Parce que moi, le but, c'est que la personne, elle sorte de là avec une pratique qui est juste pour elle, mais qu'en plus de ça, elle ait les outils pour la recréer à l'infini toute sa vie. Parce qu'elle va changer au cours de sa vie
Et si je veux pas qu'elle soit dépendante de moi ou d'autres thérapeutes, eh ben, il faut que je lui donne les clés pour qu'elle puisse le faire. Donc, c'est tout un challenge de réussir à réunir ces grosses connaissances, de les synthétiser pour que la personne puisse les explorer et les exploiter pour elle. Donc, ensuite, il y a plein de vidéos où la personne a le temps de regarder pour elle, plein de choses autour de la médecine chinoise, des émotions, pour comprendre quelle posture faire en fonction de quelle émotion, combien de temps la tenir, combien de temps respirer, quelle respiration faire, bref, comment séquencer une pratique pour qu'elle soit énergétiquement parlant intéressante pour soi et pas délétère. Et pareil, il y a des tests aussi pour le système nerveux. Enfin, il y a vraiment toute une grosse partie bilan et toute une partie vraiment d'éducation. Et tout au long de ce parcours où on cohabite ensemble, on crée ensemble, on accompagne ensemble la pratique de chacun, le groupe il y a vraiment un sens de la communauté aussi qui se forme. Et ça, pour moi, c'était hyper important parce que le truc du en ligne, c'est génial, c'est que tout le monde peut y avoir accès parce que tout le monde n'habite pas à 2 pas de chez moi. Mais par contre, on est un peu seul chez soi avec un contenu souvent plus qui est passif. Bon là, l'idée, moi, il y a quelque chose, il y a peu de temps, je suis allée dans des églises, je suis allée voir des messes. J'ai pas de background religieux à la base, ou même, voilà, j'ai pas cette éducation. Mais j'ai adoré de me dire, mais les gens, ils vont là tous les dimanches, ils se connaissent, ils ont les mêmes valeurs, ils savent que là, même si le reste de leur famille ou de leurs amis sont pas dans le même délire qu'eux, et ben là, en fait, ils peuvent parler le même langage. Et ils se retrouvent et ils savent que si un jour ils ont un pépin dans leur vie, et ben ces gens-là, ils pourront compter dessus. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de créer aussi avec ces programmes, c'est autre chose que juste une communauté, on va dire, vendeur commercial en mode: «Ouais, génial, vous avez un groupe Facebook, vous pouvez parler là». Non, c'est que j'aimerais vraiment qu'il se crée quelque chose de plus gros que ça. C'est-à-dire vraiment créer une petite communauté de lumière, vu que mon objectif, c'est de sauver le monde. Bah, vraiment, voilà, qu'on bâtisse quelque chose ensemble, en fait. Et que Mmh. du coup, donc l'idée, c'est qu'à la fin de tout cet accompagnement, les gens, ils ont un petit ange gardien, donc chacun est l'ange gardien de quelqu'un. Et pendant 21 jours, on va tous pratiquer ensemble. Chacun peut avoir une pratique différente. Il y en a qui vont avoir une pratique que méditative, d'autres une pratique posturale, méditative, etc. D'autres juste une pratique de prière. Enfin, ça va être vraiment individuel par rapport aux objectifs de chacun. Et voilà, il y a des cérémonies d'ouverture, de fermeture. C'est très magique aussi, très poétique. Enfin, moi, j'aime bien. Et voilà. Et donc, les gens se soutiennent pendant 21 jours et c'est des liens qui se créent, qui ont une valeur. Enfin, moi, j'ai fait déjà ce programme sous format de retraite. Il y a des amitiés incroyables qui se créent. Et c'est même plus que des amitiés, il y a des liens d'âme. Parce que des fois, on sent qu'on a envie d'évoluer, mais sa famille, ses amis, son environnement ils nous prennent pour des perchés. Ils ont l'impression qu'on ne parle pas la même langue, on n'est pas intéressé par les mêmes choses et on se sent frustré, on trouve peut-être qu'on est bizarre. Et là, on a des gens qui ont les mêmes envies que nous, les mêmes aspirations, peut-être même les mêmes doutes, les mêmes peurs. Enfin, si on est tous là, c'est souvent pour des choses similaires. Et du coup, on se sent accueilli dans une sorte de seconde famille. Et ça fait vraiment du bien. Ouais, il y a pas de jugement en fait et chacun, suit sa voie, mais de manière aussi collective, on se sent, bien entouré quoi, donc ça porte. Ouais. Génial, ça donne envie tout ça, hein. Qui va faire le programme? Bon, Hem après, je précise, voilà, et ça fait un peu vendeur du parler du programme comme ça, mais juste, en fait, j'ai pas trouvé d'autres moyens, en fait, de proposer aux gens d'avoir une pratique vraiment personnelle, parce qu'au début, on Mmh. le faisait en individuel, avec Lorraine, on proposait Ouais. ça, en fait, on suivait des gens en individuel. Mais le truc, c'est qu'une fois que je leur avais pondu leur sadhana, bon, très bien, ils la faisaient pendant 40 jours et après, ils revenaient vers moi 1 an ou 2 ans après en mode: «Bon, en fait, là, je sais pas quoi faire» et cetera. Il y avait pas forcément de suivi et là, d'avoir vraiment quelqu'un, même toute une communauté qui fait tout ça en même temps, ça a une énergie folle. En fait, voilà, j'ai grâce à ça, à ces 2 années, 2-3 années où on a commencé à faire ça en individuel, j'ai pu voir tout ce qui bloquait parce que c'est bien de savoir ce qu'il faut faire, mais le vrai problème souvent, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. On a l'impression qu'on manque de motivation, on fait ça pendant 2-3 jours et puis après ça passe. Donc là, dans ce programme, il y a toute une partie mindset parce que moi, grosse vata aussi que je suis, la régularité, c'est pas mon fort. Donc du coup, j'ai dû trouver des techniques pour réussir à mettre en place une vraie routine parce que sinon, elle tient pas la route. Donc voilà, il y a aussi tout un truc de planification, d'optimisation, de travail sur les croyances limitantes. Tout ce qui me passionne, j'ai tout fourgué là-dedans, tout condensé pour essayer d'apporter ça aux gens. Mmh.
Et c'est vraiment important ce point que tu donnes parce que c'est vrai que quand on a envie de travailler sur ses émotions, de manière durable, il faut avoir une pratique, vraiment régulière et donc avoir vraiment une routine, c'est un point très, très important. Oui, en fait, on va pas, si on veut changer profondément quelque chose dans sa vie, ça va demander en effet quand même de la constance Mmh. et et voilà et après, je sais que moi, les personnes à qui je m'adresse dans ce programme, ça s'adresse pas à tout le monde. Hem, Ça s'adresse vraiment à des gens qui sont dans cette phase un peu de transition. Un peu comme déjà quand j'ai travaillé en psychiatrie et cetera. C'est ce passage du avant, du moi d'avant, et de ce que je pressens qui est possible pour moi. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore, que j'ai entendue il y a pas longtemps, qui est, que la plus grosse création possible de l'humanité, c'est d'avoir sa vision d'elle-même, en fait. Et souvent on a une idée un peu d'un idéal. On croit qu'on ne sait pas ce qu'on veut. En fait, on sait ce qu'on veut, mais on a la trouille d'y aller. On a la trouille de ce que ça pourrait impliquer comme changement. Mais au fond, notre âme, elle sait très bien, depuis tout petit, elle sait très bien, ce qu'on veut. Et c'est juste, on fait plein, plein de détours pour enfin se dire: «Ah oui, bah oui, oui, c'est vrai, c'était ça». Et et du coup, en gros, tout ça pour dire que la pratique personnelle, c'est une voie vers le dharma. C'est un chemin personnel, une sorte de petite croisade vers l'amour de soi, où on vient déconditionner petit à petit tout ce qu'on s'est mis comme croyance, comme limite, pour avancer progressivement vers, bien sûr, une bien meilleure gestion émotionnelle, mais même au-delà de ça, en fait. C'est qu'on commence à toucher du doigt quelque chose de tellement précieux. On touche du doigt ce que nous dit notre âme. En fait, si on est tout le temps préoccupé par des choses existentielles, matérielles, des préoccupations un petit peu lambda du quotidien, eh bien, on ne prend jamais le temps de faire ça, d'écouter ce Mmh. qui est là. À part quand la vie nous fout une grosse claque, qu'elle nous met en burn-out, qu'elle nous fout une maladie, etc., pour qu'enfin on arrête de Mmh. faire et qu'enfin on commence à être ce qu'on est censé être. Donc Mmh. voilà, moi le programme, c'est vraiment un passage de la personne a compris que dans sa vie, il y avait plein de choses qu'elle avait envie de changer. Elle sait pas encore comment, elle sait pas trop vers où elle va. Elle sent qu'il y a quelque chose qui l'attend. Il y a quelque chose de puissant qui l'anime à l'intérieur et elle a envie d'avoir les outils pour passer à ça. Elle a compris tout ce qu'elle est pas, mais elle sait pas comment faire pour aller mieux, en Ouais. fait. OK. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode, Mariana. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à cette personne-là qui est en train de se dire: «Ouh là, je sens que j'ai un petit ou un grand trauma et qu'il y a quelque chose d'autre, de mieux qui m'attend». Heu, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Hem, que ça va aller déjà, que ça va aller et que pour avoir vu, tant de gens passer un cap fabuleux après un burn-out, après un moment difficile de leur vie, que c'est dans le processus et que leur âme va jamais les accabler de quelque chose qu'elles peuvent pas surmonter. Donc, elles vont pouvoir surmonter quoi qu'il arrive et moi, ça m'attendrit tellement en fait, la souffrance, que voilà, cultiver de l'amour, enfin dans tout ce programme au final, le fond du fond, ça va être toujours le travail sur l'amour de soi parce que qu'est-ce qu'on s'aime pas? C'est assez phénoménal. Et donc, moi, j'ai envie d'accompagner ces gens-là là-dedans. J'ai envie de les aimer parce que ça me touche trop, en fait. Donc, en gros, à cette personne, voilà, je dirais de croire en ses rêves, que c'est possible, qu'il y a des méthodes, que c'est pas toujours si compliqué qu'on le pense. Mais voilà, ça demande du temps, de la patience, de l'amour, comme toute belle chose qui se fait sur cette planète, et aussi une certaine foi. Moi, plus je suis là-dedans, plus mon Dieu, mais qu'est-ce que je me sens bénie, enfin, il y a tellement de choses qui tous les jours me prouvent que même si c'est difficile, même quand ça a l'air terrible, eh bien, en fait, c'est juste pour le mieux. C'est toujours, toujours, toujours pour me faire évoluer, toujours pour me faire avancer, pour me ramener encore et encore vers mon dharma. Donc il y a pas de mauvaise ou de bonne chose. Comment je peux savoir tant que je suis pas arrivée à la fin, en fait, de savoir si ça c'était bon, si ça c'était pas bon? Et si j'ai la foi que tout ça, ça me guide vers quelque chose de plus grand, si je choisis de le faire, hein, ce travail de guérison. Si je choisis de pas le faire, c'est sûr ça va m'anéantir et ça c'est sûr je vais être victime, c'est sûr que le monde va être difficile. Si je choisis de rentrer dans cette voie de la lumière, bah là, il y a des cadeaux fabuleux, il y a des cadeaux fabuleux. Donc voilà, faut garder courage, faut avoir la foi et beaucoup s'aimer. Merci beaucoup, Mayana, pour ces mots. On arrive à la fin de l'épisode. Mayana, on a nos questions rituelles habituelles. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rituel préféré maintenant, aujourd'hui?
Mon rituel préféré aujourd'hui, je pense que c'est la prière. Alors j'ai maintenant, au final, je me rends même plus compte à quel point ma vie a plein de petites routines, entre le grattage de langue, entre les soins du corps, entre, le fait de contempler, le lever du soleil et cetera. Enfin, il y a plein de ou de boire un verre d'eau, bref. Il y a plein de petits rituels qui se sont mis en place, mais celui à l'heure actuelle qui me nourrit le plus, ça va être vraiment la méditation et la prière. Hem et voilà, j'y trouve beaucoup, beaucoup de réconfort, d'accompagnement, de réponse. Donc après, ce matin, juste avant l'épisode, j'ai prié, avant c'était quelque chose que je faisais petite et puis, j'ai perdu ça, ce côté un peu magique. Je me dis: «Bon, à qui on prie?» Bon, maintenant, voilà, j'ai quelqu'un en particulier à qui je prie, ces temps-ci, mon ange gardien et en fait, tant qu'on n'a pas expérimenté ce que ça fait, heu, c'est peut-être difficile à décrire, mais voilà, ça me soutient beaucoup, c'est une de mes routines préférées, voilà. Et si pour les gens qui ont pas forcément le temps, qui se culpabilisent de pas réussir à faire, 1 heure, une demi heure de pratique tous les jours, bon, mais si déjà ils peuvent inclure peut-être un petit moment de connexion à soi, de prière, d'oser remercier pour ce qu'on a, d'oser demander de l'aide pour les choses qu'on n'arrive pas forcément à transcender. Moi, je sais qu'une prière très régulière, quotidienne que je fais, ça va être, juste de demander à ce que mon cœur et mon esprit soient remplis d'amour, soient, remplis de la plus haute énergie, universelle, enfin voilà. Et je laisse les choses se faire, je laisse les choses me remplir, hem et voilà, du coup, ça c'est, ouais, mon petit rituel fétiche. J'en parle aussi un petit peu dans enfin voilà, oui, voilà, c'est mon petit rituel fétiche. OK. Quels sont tes projets dans les semaines et les mois à venir? Ouf et ben, j'en ai plein, plein, plein des projets, mais On je sait vais que tu as faire toujours plein de concise. projets. En plus, j'ai vu, Raphaël il y a pas longtemps, notre petit astrologue, védique préféré, donc ça m'a beaucoup rassurée sur le fait qu'en effet, les intuitions qu'on a, beh, elles sont pas là pour rien. Ce que vous voulez pour vous, c'est pas là pour rien. Et donc là, donc dans les projets immédiats, il y a donc le programme Sadhana qui sort, donc c'est la première fois qu'il sort en ligne, et il va se dérouler plusieurs fois dans l'année. Mais donc là, il va sortir, là on tourne ce podcast, on est donc en mai 2023, donc là en juin 2023, il commence à sortir et vraiment on fait le programme en septembre. J'ai aussi la sortie d'un livre, sur le yoga anti-stress, qui est un petit cahier, c'est un petit cahier d'exercices pratiques. J'ai, aussi bon, mais des retraites, en Sardaigne, dans les Landes, en Provence, et à côté de ça, je veux partir à Bali pour aller voir mon professeur, pour me nourrir. Et aussi, prochainement, mais alors là, c'est vraiment dans des années, j'ai aussi cette vision, d'ouvrir une école, autour de l'enseignement du yoga, émotionnel. Donc vraiment tout ce qui va être système nerveux, tout ce qui va être enfin tout ce que je propose là, mais de pouvoir aussi former des professeurs là-dessus. Alors je serai pas, toute seule, hein, j'aurai toute une équipe à mes côtés, mais voilà, de redonner un peu les lettres de noblesse au yoga et de rendre la puissance de cet outil à voilà, je il faut qu'on enfin, c'est pas qu'il faut, mais ça serait pas mal pour la nature aussi qu'on commence à créer tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait juste penser une dernière petite intervention qui moi, enfin, une réalisation qui m'est arrivée que dernièrement et qui m'a fait du bien aussi, c'est de comprendre qu'à l'heure actuelle, par exemple, on voit beaucoup de burn-out, on sent qu'énergétiquement parlant, il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'il y a une certaine urgence à changer quelque chose, mais ça peut nous amener du désespoir parce qu'on ne sait pas par où commencer. Et en fait, vu qu'on est connecté à la nature, j'ai entendu il y a pas longtemps que le burn-out des humains, c'était un peu aussi le reflet du burn-out de la nature. À force de vider les ressources de la nature, on vide nos ressources à nous. Et donc, moi, mon objectif, vu que c'est forcément en lien, c'est si on remplit nos ressources en tant qu'être humain, on va aussi aider à remplir les ressources de la nature. Donc, donc voilà, c'est se dire aussi que notre pratique, elle n'est pas que pour nous, elle est vraiment pour le bien commun. Et si on a du mal à se lever le matin pour faire sa pratique pour soi, ben on peut le faire pour son entourage, on peut le faire pour la nature, on peut le faire pour le projet d'une vision future. Et on en a besoin d'une vision future qui est autre que ce qu'on nous rabâche à la télé, à la radio, etc. On a besoin de choses beaucoup plus lumineuses et on est carrément capable de vivre ça. Donc voilà, il faut commencer à s'octroyer d'avoir cette abondance et donc élever les consciences un peu de tout le monde. Donc voilà, du coup, tous mes projets qui vont avoir lieu, bah, c'est pour ça, c'est pour cette grande vision. Pour éveiller les consciences. Ouais. Merci Mayana. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier?
Non, ça m'émeut. Hem, j'ai vraiment envie de remercier, entre autres, celui pour qui je prie, enfin celui ou celle, enfin mon ange gardien, enfin toute cette énergie, toute cette guidance en fait, cette énergie naturelle qui est fabuleuse quand on commence à s'y connecter, c'est tellement riche. Donc voilà, c'est un remerciement assez global à la vie, et à cette guidance. Et puis à tous les gens qui m'entourent aussi, j'ai des gens fabuleux autour de moi, que ce soit mon conjoint, que ce soit mes amis, que ce soit toutes les rencontres que je fais, de beaucoup de femmes extraordinaires aussi que je rencontre et de plus en plus d'hommes aussi, que je trouve très, très beaux dans leur nature, à vouloir offrir quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette nature aussi de l'homme à vouloir apporter quelque chose. Et donc voilà, enfin, un grand merci en fait, aux humains, à la nature et et à tout ce qui me guide. Merci énormément Maïana pour tout ce que tu partages avec nous dans cet épisode. Il y a eu plein de beaux moments et de moments très émouvants. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup apprécié cette entrevue. Pour les personnes qui auraient envie de te retrouver, de retrouver tes programmes, tes offres, où est-ce qu'on peut te rejoindre? On peut me retrouver sur, ma plateforme principale, c'est Instagram, Mayana Yoga, et ensuite, j'ai, un site internet, bon, une chaîne YouTube qui paye pas de mine pour l'instant, mais un de ces jours, ça ressemblera à quelque chose. Donc voilà, ça va être principalement Facebook, Instagram, puis bon, le petit livre qui sortira en septembre et voilà pour l'instant. Yes. Et puis, mon studio aussi à Dax aussi, tant qu'à faire pour l'instant. J'ai aussi mon studio à Dax, le Life Studio, qui est un centre de médecine douce co-créé avec ma mère. Donc, c'est un peu plus que juste un centre de yoga. Il y a aussi d'autres choses. Génial. On mettra bien entendu tes coordonnées dans la description de l'épisode et puis tes actus pour te retrouver. Merci énormément, Maïana. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, venez nous le dire avec une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur nos comptes Instagram et Facebook, Podcast Ayurveda. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les packs du Sommet de l'Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF qui sont disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.